chers amis, je suis très, très heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous et très heureux pour la première fois de me trouver en contact avec le Parti des Patriotes. Et je dirais pour commencer que c'est un nom que le nom de patriote qui m'est fort sympathique. Hein. Voilà, parce que ce mot de patrie a très largement disparu du vocabulaire qui est utilisé aujourd'hui tant dans l'éducation nationale qu'au niveau de la politique. Et quand un mot disparaît, eh bien, il faut toujours se demander pourquoi et rechercher les causes. Et quand ce mot est très important comme le mot de patrie, il faut se dire que quand le mot disparaît, disparaît aussi avec lui la réalité, hein, la notion qui est derrière, la notion qu'il signifie. Et donc on prend un petit peu d'espoir, monsieur et madame Lopi m'en parlaient, on prend un petit peu d'espoir à savoir que des Français, nombreux, se sentent et se disent encore patriotes aujourd'hui. Et vous voyez, ce que je voudrais vous proposer comme un petit peu comme réflexion bien modeste, c'est de comprendre plus profondément ce que signifie ce concept de patrie. Qu'est-ce que la patrie? Et dans l'optique qui est la mienne au cours de cette petite causerie, eh bien, si un autre motif, voyez, la chose est intéressante en soi de savoir profondément ce qu'est la patrie, mais c'est de comprendre comment on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui, à savoir que on ne parle plus de la patrie et que cet amour de la patrie n'est plus dans le cœur des enfants français qui naissent aujourd'hui. Cette réflexion que je vais vous proposer, elle est historique, d'abord. Un peu de l'histoire des idées, c'est vrai, mais elle est d'abord historique et elle est, pour sa quintessence, empruntée à un historien que certains d'entre vous connaissent peut-être et qui s'appelle Jean de Vigry. Jean de Vigry est je pense, un des meilleurs historiens qui est mort il y a peu d'années du XXe et du XXIe siècle, professeur de faculté à Angers en particulier, auteur de très nombreux ouvrages et en particulier spécialiste de l'histoire de l'éducation. Et à titre personnel, pour d'autres motifs, eh bien, l'histoire de l'éducation m'a toujours beaucoup intéressé aussi. Je suis ancien directeur d'école et je travaille encore aujourd'hui en contact dans une aumônerie auprès des enfants. C'est un vrai historien, voyez, qui ne se contente pas, voyez, d'emprunter d'utiliser des livres de deuxième ou troisième main. C'est quelqu'un qui va aux sources, hein, c'est quelqu'un de très crédible dans ce qu'il dit, parce que voilà, il est allé. Et ce livre duquel je vais particulièrement m'inspirer de lui a pour titre Les deux patries, et c'est ce qu'on appelle un essai historique sur l'idée de patrie en France. Essai historique sur l'idée de patrie en France. Alors, on peut dire, si c'est un essai, c'est pas la même chose qu'une thèse, donc ça a peut-être moins de certitude qu'une thèse. Mais en fait, vous voyez, il faut comprendre que l'essai de Jean de Vigry se situe vraiment au bout de ses livres. C'est le dernier livre, je crois, qu'il a écrit avant sa mort, et c'est comme une sorte de fruit, hein, qui vient couronner un petit peu toute sa pensée. Et je pense qu'il est spécialement intéressant au cause de ça. Il aurait pu nous laisser une thèse de 1000 pages, et je dirais qu'il a eu la bonté de la concentrer en 300 pages, en moins de 300 pages, mais c'est vraiment, je dirais, une quintessence. Et donc le titre, Les deux patries, qui déjà peut-être vous a fait vous poser un point d'interrogation, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il montre dans ce livre comment cette idée de patrie a évolué au cours des siècles. Hein, a évolué au cours des siècles, et je vous dis la chose que je vais développer par la suite, comment en réalité il y a eu une première idée de patrie, il y a eu une deuxième idée de patrie,
et comment cette deuxième idée de patrie s'est substituée à la première, et que finalement, à partir du moment où on admet, vous voyez, par les arguments qu'il donne, où on admet qu'effectivement ça s'est passé comme ça, je dirais, il y a une très grande lumière qui, je trouve, se fait pour expliquer comment on en arrive à la situation d'aujourd'hui, à savoir que la patrie de l'amour de la France, hein, a disparu. Voilà. Alors, je dirais, en m'appuyant sur lui surtout, eh bien, donc voilà, je vous propose de remonter un petit peu les siècles et sans prendre trop de temps, et de vous montrer un petit peu donc cette évolution de la notion de patrie. Voilà. Mais peut-être, parce que vous voyez, nous savons bien que la France elle-même est une héritière qui a spécialement reçu, comme le vocabulaire le prouve très amplement, a énormément reçu de Rome, et recevant de Rome a reçu avant d'Athènes, hein, de la Grèce. Vous voyez, nous sommes marqués très profondément par un héritage qui est hellénique et qui ensuite est romain. Et il n'est pas inutile de situer un petit peu d'abord quelle a été la notion de patrie chez les Grecs et chez les Romains. Je serai bref, mais c'est intéressant quand même de le noter. Et donc le mot patria, en fait, est d'abord un mot grec, hein, qui ensuite va passer dans la langue latine, et ensuite qui va arriver dans la langue française, simplement au XVIe siècle. Mais donc, chez les Grecs, que signifie le mot patrie? Le mot patrie signifie l'ascendance, hein, les ancêtres. Et c'est ça qu'il désigne prioritairement. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en grec, quand vous parlez de la ville d'Athènes, par exemple, eh bien, on dira les Athéniens. Et les Athéniens, c'est la ville d'Athènes. C'est-à-dire qu'on fait aussi référence à quelque chose qui est vivant, à savoir les habitants de la ville, pour désigner la ville. Et il y a, eh bien, donc un amour de la patrie chez les Grecs, qui est un amour du sol, qui est un amour de ce qui existe, de ce que l'on voit, voilà, avec un côté très concret. Chez les Romains, donc on peut dire mutatis mutandis, on peut dire à peu près la même chose que ce que l'on trouve chez les Grecs, avec simplement un côté qui est un petit peu plus âpre, je dirais, un petit peu plus dur, c'est-à-dire que, étant donné, vous voyez, cette espèce d'extraordinaire influence de Rome qui devient comme la capitale du monde connu, eh bien, il faut beaucoup de soldats qui pendant très longtemps se mettent au service de Rome pour pouvoir assurer, je dirais, la défense et l'expansion de tout cet empire. Et donc on va beaucoup insister sur la gloire de la patrie, sur le fait qu'il faille être prêt de donner son sang pour la patrie, de mourir pour la patrie. C'est une expression qui est extrêmement utilisée, mourir pour la patrie. Et la patrie, eh bien, est divinisée. La patrie est divinisée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus de la patrie. Pour la patrie, il faut être prêt à tout sacrifier. Donc c'est pour ça que je vous disais, la notion de patrie chez les Romains est une notion qui est belle, et en même temps qui est quand même assez âpre. Voilà, hein, donner son sang pour la patrie, c'est normal. On pourrait citer beaucoup d'auteurs romains, par exemple Cicéron, qui vont dans ce sens. Voilà. Et alors, chez nous, vous voyez, je dirais, d'abord, je ne suis pas historien, et et puis ce serait trop long de tout survoler. Vous voyez, comme vous savez bien, eh bien, nous avons évidemment en France des racines chrétiennes. Hein. On peut les nier comme on veut, c'est la réalité. La France naît très spécialement en 496, hein, avec le baptême de Clovis, et de ses guerriers qui suivent leur chef, hein, la France chrétienne commence à exister là, et cette origine et cette souche chrétienne de la France
eh bien, va persister, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, même si on n'en veut plus. Cependant, vous voyez, même si la France chrétienne naît sur le baptistère de Reims, hein, quand Saint-Rémy baptise Clovis, en même temps, il est bien clair que ces siècles qui vont aller jusqu'à Hugues Capet, hein, jusqu'au Xe siècle, sont des siècles qui comportent voyez, toute une maturation, une évolution des choses qui est lente. Hein, et en particulier, voyez, je dirais, je survole, eh bien, il est évident que si nous avons un Charlemagne et que Charlemagne embrasse un empire dans lequel la France est comprise, mais également d'immenses territoires, c'est que la notion de patrie française n'est évidemment pas encore clairement définie à ce moment-là. De telle manière que l'auteur que je suis, Jean de Vigry, commence véritablement, voyez, à ressentir, à analyser, à percevoir voyez, le sentiment français qui naît au Xe siècle. Hein, et il me semble que c'est raisonnable. Donc, le mot patria se trouve dans le latin médiéval, hein, et voilà. Voilà. Et on commence à ce moment-là, vous voyez, dans ces siècles qui sont entre Hugues Capet et, je dirais, Philippe le Bel, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les premiers Capétiens, hein, ceux qui sont rois de père en fils jusqu'à Philippe le Bel et ses 3 fils, et puis après il va y avoir un changement qui va se passer, eh bien, on voit se développer effectivement l'amour de la France, et les chansons de geste, comme la chanson de Roland, voyez, même si la geste de Roncevaux date de Charlemagne, sont écrites plus tard, sont écrites au Xe siècle, et écrites au Xe siècle, eh bien, on voit par exemple Roland qui va parler, dans la chanson de Roland, de la douce France, hein, voilà, et de l'honneur de la France. Hein. Donc c'est du Xe siècle, je cite, « Ne plaise au Seigneur Dieu que, pour moi, mes parents soient blâmés, et que France la douce tombe en déshonneur. » Donc on trouve au Xe siècle, voyez, cet adjectif, et qui est un adjectif qui revient très souvent pour parler de la France. La France, c'est la douce France, elle est féminine, c'est un pays qui n'est pas au masculin mais qui est au féminin, et c'est la douce France, la France qu'on aime à cause de sa douceur. Hein. Et on est sensible à son honneur. On ne veut pas que, en raison de sa conduite, la France soit déshonorée. Donc il y a comme la prise de conscience progressive d'un devoir qui existe pour les Français d'honorer la France par leur vertu et par leur belle conduite. La France, la patrie, apparaît comme un héritage, mais apparaît également comme quelque chose que, justement, par sa vertu personnelle, on doit transmettre. La patrie apparaît aussi comme un principe de génération. La patrie n'est pas simplement dans le passé, mais la patrie est également quelque chose qu'on doit transmettre. Hein, transmettre voilà. Et donc, je dirais, il faut que les vivants, il faut que ceux qui sont sur la terre actuellement et qui suivent leurs ancêtres, et le désir de transmettre ce qu'eux-mêmes ont reçu. La France apparaît comme un être moral. Voyez, cet être moral, cela on le trouvait chez les Romains, on ne le trouvait pas autant chez les Grecs. La France est un être moral qui est doté de vertus. Et on évoque les vertus de la France et on veut s'en montrer digne. À Roncevaux, dans la chanson de Roland, les preux chevaliers, quand ils vont mourir, quand ils savent qu'ils vont mourir, se tournent du côté de la France, et le souvenir des bienfaits qu'ils ont reçus de la France les remplit d'émotion. Donc on peut dire par rapport à cette première période que l'attachement à la France, dans ces temps anciens, est formé d'admiration et de respect. On aime les vertus, on aime la France des vertus, on est content de l'honneur de la France, de la gloire qui en découle et qui rejaillit sur chacun, mais à chacun de s'en montrer digne.
Une chose, vous voyez, que Vigry ne dit pas dans son livre, mais que j'ajoute un petit peu, vous voyez, c'est que au moment des croisades, vous voyez, quand on parle des croisés, on parle des francs. Hein, voilà. Et les francs, qui sont-ils? Que signifie le mot franc? Le mot franc signifie pas directement la vertu de franchise, même si elle est présente, signifie la liberté. Hein. On est des hommes libres non pas de faire n'importe quoi, mais libres de se mettre au service de Dieu et au service de son pays. Qu'est-ce que l'Église catholique, qui évidemment est prégnante à ce moment-là dans ses rapports avec le gouvernement, hein, je le dis juste en passant, mais on est dans des temps bien éloignés du laïcisme actuel, où Louis VI et Louis VII, à sa suite, ont comme conseiller principal un moine qui s'appelle Sugère, où Saint-Louis, à sa table, est entouré d'un saint Thomas d'Aquin, de dominicains, de franciscains. On sent qu'il y a vraiment, d'une façon qui ne choque personne à l'époque, cette très grande collaboration qui existe entre les rois et puis des ecclésiastiques et surtout des religieux, des moines. Et donc il est intéressant de voir ce que la théologie du XIIe et du XIIIe siècle dit à propos de la patrie. Et je cite celui qui est, je dirais, le docteur de l'Église par excellence, hein, qui est saint Thomas d'Aquin, dominicain, au XIIIe siècle, hein, et que saint Louis côtoie. Voilà ce qu'il dit à propos de la patrie. Je le cite, hein, c'est dans la Somme théologique, dans la Secunda Secundae. Tout homme est constitué débiteur à des titres différents, vis-à-vis d'autres personnes selon les différents degrés de perfection qu'elles possèdent, et des bienfaits différents qu'il en a reçus. Hein, tout homme est débiteur. À ce double point de vue, c'est-à-dire débiteur à des titres différents, différentes personnes, et des bienfaits différents qu'on reçoit, à ce double point de vue, Dieu occupe la première place. On est d'abord débiteur de Dieu. Mais ce titre, ajoute saint Thomas, convient secondairement à qui? À nos parents et à notre patrie, desquels et dans laquelle nous avons reçu la vie et l'éducation. Voyez, donc tout homme qui arrive en ce monde est débiteur. Il ne le sait pas quand il naît, mais il doit le comprendre petit à petit, débiteur par rapport à Dieu, et ensuite débiteur dans une analogie, hein, de proportionnalité, débiteur par rapport à ses parents et débiteur par rapport à sa patrie. Et il est essentiel qu'il le comprenne, parce que celui qui ne comprend pas qu'il est débiteur, qu'il a beaucoup reçu de la part de Dieu, de sa famille et de ses parents, ne va pas se trouver dans l'état d'esprit de celui qui sait qu'il doit rendre. Hein, parce que, voilà. Saint Thomas, donc, ajoute, alors je dirais, je vais nuancer les choses. Voyez. Saint Thomas ajoute que le bon citoyen s'expose, est prêt à s'exposer au péril de la mort pour le bien commun. Hein, voyez, je dirais donc le bon citoyen, pour des raisons qui sont proportionnées, pas pour n'importe quelle raison, mais est prêt à s'exposer au péril de mort pour le bien commun si cela est nécessaire. Et puis une autre chose très importante que dit saint Thomas d'Aquin par rapport à cette idée de patrie, c'est que les compatriotes, ceux qui sont de la même patrie, doivent s'aimer entre eux. C'est ce qu'il appelle l'amitié politique. Hein, et qu'un peuple, qu'un pays, qu'une patrie doit amener naturellement à cette amitié politique entre les patriotes. Cependant, et ça c'est très important, et je dirais c'est une espèce de réticence, vous voyez, tout en ayant conscience, les théologiens du XIIIe siècle ont très conscience de tout ce que nous devons à la Grèce et à la Rome païenne, et en même temps, et avec aussi des réserves. Hein. Donc, et ces réserves, c'est quoi? C'est que la patrie n'est pas une idole. La patrie n'est pas une idole. La patrie est très importante, on doit l'aimer, mais la patrie n'est pas une déesse, la patrie n'est pas Dieu. Hein. Donc ce qu'on doit à Dieu est plus important que ce qu'on doit à la patrie. Voilà.
simplement, donc je dirais, vous voyez, là dirais, je pense, vous voyez, c'est pas par romantisme, c'est pas par nostalgie, je pense, vous voyez, avoir décrit pour l'instant les siècles d'or de la notion de patrie, là où elle paraît la plus profonde, la plus équilibrée, vous voyez, et elle est très concrète. C'est-à-dire que chez ces premiers Capétiens, jusqu'à Philippe le Bel, avec lequel il y a une cassure, vous voyez, chez ces premiers Capétiens, vous voyez, la France, même si elle ne compte pas encore toutes ses provinces, la France n'a rien à voir avec le centralisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les provinces sont très importantes, les communes sont très importantes, les corps intermédiaires sont multiples, voyez, et je dirais, voyez, on est en Provence, eh bien, on aime la Provence. On aime la France en aimant la Provence. Hein. On aime sa région, et je dirais, dans la Provence, on aime l'endroit où on est né. Ma patrie, c'est quoi? Eh bien, c'est l'endroit où je suis né, c'est la terre où mes pères ont vécu, hein, c'est là où se trouvent les tombes de ma famille, c'est ce que j'aime, c'est ce à quoi je vibre, hein, et je dirais, j'ai quelque chose de ce terroir, j'ai quelque chose des poètes qui sont là à côté de moi, de ceux du patrimoine, du folklore, des chants qui sont là, des costumes qui existent, tout ça est très typé. Je ne suis pas de Provence, et voilà, mais j'admire la Provence. Je suis plus de l'ouest de la France, de la Bretagne et de la Normandie, où les traditions sont aussi très riches. Et je dirais, voyez, la France, elle est belle de cette diversité qui existe et qui s'exprime par mille choses dans ces différentes parties. Et, voilà, et cette diversité dans l'unité, cette vraie diversité dans l'unité, fait la richesse et fait la beauté du pays. Même si la Bretagne, à ce moment-là, n'est pas encore française. Voilà. Alors simplement, je dirais, vous voyez, j'ai décrit des belles pages, hein, et je vais commencer maintenant à manifester. Vous voyez, je dirais, c'est pas de ma part une sorte de compliment indéfini que je vais faire sur les rois et sur la France de l'Ancien Régime. Et avec Vigry, il faut être réaliste, et donc l'altération de la notion de patrie, elle n'arrive pas plus tard, elle arrive à ce tournant très fort, hein, je dirais, de Philippe le Bel qui n'est plus entouré par des moines, mais qui est entouré par des légistes. À ce tournant, je dirais, c'est plus ma matière, je suis plus théologien et philosophe, un petit peu en tout cas qu'historien, à ce tournant en philosophie et en théologie extraordinairement important qui arrive avec Occam, hein, qui est à la frontière du XIIIe et du XIVe siècle, et l'entrée du nominalisme dans la philosophie, voyez, et sur le plan de la patrie, les conséquences que ça a. La patrie, eh bien, va commencer à ce moment-là, vous voyez, à s'imposer comme indépendamment de ses vertus. Hein. La France qu'on aime jusque-là, c'est la France des vertus, c'est la France concrète, c'est la France de ses beautés, mais la façon vous voyez, les légistes qui entourent Philippe le Bel, les nouvelles philosophies qui apparaissent à ce moment-là, vous voyez, vont faire commencer à exister les choses d'une façon qui est juridique. Hein. Et le pays, la patrie, c'est perd de son côté concret, perd de son côté charmant, je dirais, pour être une sorte de chose qui s'impose. Et il va y avoir, vous voyez, petit à petit, je dirais, en même temps, on ne peut que saluer, à mon avis, la façon dont les Capétiens ont petit à petit fait le précaré, voilà. Mais donc en même temps, donc, il y a une montée progressive de la puissance du pouvoir royal, et le pouvoir royal, pas consciemment, va petit à petit instrumentaliser la patrie. On va se rapprocher petit à petit, hein, du langage de la Rome païenne qui, au nom de la patrie, peut tout exiger. Et, pas encore la levée des hommes en masse, mais en tout cas les impôts, et beaucoup de choses qui sont demandées au nom de la patrie, ce qu'on ne trouve pas au temps des premiers Capétiens.
le mot patrie, hein, je dirais, n'est toujours pas à ce moment-là apparu dans la langue française. Il apparaît pour la première fois au XVIe siècle. Hein. La France est chantée par les poètes de la Pléiade. Hein. La France est chantée par Ronsard. La France est chantée par Du Bellay. Ils aiment la France. Hein, et en même temps, voyez, on sort de la guerre de 100 ans. La France sort de bien grands maux. Elle est à ce moment-là aimée, mais elle est aimée d'une façon, et c'est la Renaissance, hein, c'est la redécouverte de la Rome et de la Grèce païenne. Voyez, elle est aimée un petit peu à la manière d'une déesse qui est sans péché. Et ce qui se trouve voilé, et pourtant qu'il faudrait quand même préciser, eh bien, c'est que les rois ne sont pas sans tort, les rois ne sont pas sans péché, et ce péché se trouve voilé. Le roi, à ce moment-là, qui jusqu'ici se disait fils de la France, devient père de la nation. Il y a petit à petit un passage du patriotisme de la France à un patriotisme attaché au roi. Alors, Vigry dit, je le cite, au XVIe siècle, on discerne encore l'ancienne France, celle dont je vous ai parlé auparavant, l'ancienne France des vertus, mais son visage est progressivement effacé par la patrie et par le roi. Il ne s'agit plus de se montrer digne de ses vertus, il faut donner sa vie pour elle quand le prince la demande. Hein, comme je vous dis, on se rapproche de la conception de la Rome païenne. Alors, on arrive maintenant donc au XVIIe et au XVIIIe siècle, et donc c'est là que, vous voyez, je dirais, ce serait faux, vous voyez, de dire que la deuxième patrie, vous voyez, le titre, je rappelle, de Jean de Vigry, c'est les deux patries, vous voyez, et la deuxième patrie donc commence à apparaître à ce moment-là. Vous allez voir ce que ça signifie, et d'une certaine manière, quand on commence à parler de l'émergence de la deuxième patrie, vous voyez, il va y avoir comme une homogénéité de la deuxième patrie, vous voyez, depuis ces siècles jusqu'à maintenant. Hein, c'est ce que j'essaierai de faire ressortir avec, je dirais, par rapport à ce que dit M. de Vigry, quelques réflexions un petit peu personnelles. Donc, alors, XVIIe siècle, vous voyez, eh bien, donc, nous avons évidemment ce génie, parce que c'est un génie de Louis XIV, hein, dans ce qu'est la France. Hein, voilà. Mais il y a quelques expressions sont tout de même assez symptomatiques chez lui. Par exemple, en 1709, il dit à Villars, « Je vous remets les forces, hein, il est à la fin de sa vie, je vous remets les forces et le salut de l'État. » Et à ceux qui l'assistent à sa mort, c'est quand même des phrases importantes, hein, celles qu'on prononce quand on va mourir, « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. » L'accent n'est plus mis sur la France, l'accent n'est plus mis sur la patrie, l'accent est mis sur l'État. La France n'est pas pour lui cet être vivant doté d'une personnalité propre, la différenciant des autres nations. On voit chez les auteurs, hein, la littérature est un miroir de la pensée, là, est un miroir de l'état des esprits. Vous voyez, chez un auteur que par ailleurs j'apprécie personnellement énormément, et qui est Corneille, eh bien, l'insistance, vous voyez, cette fois-ci très païenne, sur le devoir de mourir pour la patrie, qui culmine dans Horace. Hein. Il parle de la Rome païenne, mais ce sont des messages qu'il fait passer à sa génération. Mourir pour la patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort. Voyez. Mais petit à petit, voyez, le sacrifice de la vie est demandé en faveur du roi, comme si le roi était équiparé à la patrie. Alors, eh bien, vous voyez, cette espèce d'évolution, hein, cette espèce d'évolution qu'on sent, qu'on voit, que Vigry, par un certain nombre d'exemples, fait ressortir, tant de la philosophie que des mots, que des historiens, que des mots historiques, vous voyez, eh bien, va entraîner cette fois-ci une réaction contre ce patriotisme à la romaine,
voilà, qui est particulièrement importante. Alors, je cite le précepteur du jeune Louis XVI, qui est d'abord Lamotte-Levaillé. Et Lamotte-Levaillé, eh bien, va développer un discours qui, cette fois-ci, est tout à fait nouveau. Peut-être qu'il a eu des prédécesseurs, mais c'est le premier qu'on trouve, qui est un discours cosmopolite, qui rejette comme insensé le sacrifice de la vie pour le pays natal et qui dénonce la manipulation, dit-il, du patriotisme par l'État. Il est suivi par un auteur un peu plus connu, qui est Saint-Évremond. Voilà ce que dit Saint-Évremond, c'est une citation. « Tout l'univers est la patrie du sage. » La patrie du sage, c'est tout l'univers. Et l'idée de ce que l'on doit à sa patrie, l'idée de ce que l'on doit à sa patrie est rejetée par ces gens-là et qui vont avoir beaucoup d'influence. Je cite également Fénelon. Fénelon, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un archevêque, l'archevêque de Cambrai, et qui lui, cette fois-ci, va, en tant qu'homme d'église, va accréditer cette pensée cosmopolite qui commence à naître. Je cite Fénelon. « Chacun, dit-il, doit infiniment plus au genre humain, qui est la grande patrie, qu'à la patrie particulière dans laquelle il est né. Il est donc infiniment plus pernicieux de blesser la justice de peuple à peuple, donc de déclarer une guerre, que de la blesser de famille à famille contre sa République. » Donc il est plus grave de déclarer que la France déclare la guerre à un autre peuple, parce que nous sommes tous frères dans le genre humain, plutôt que d'avoir une haine contre son frère de sang. Et je dirais ici, vous voyez, pour parler en tant que prêtre catholique, et je cite saint Thomas, on est dans une autre optique, profondément, que celle du XIIIe siècle et de saint Thomas. Saint Thomas dit au contraire, dans la Somme théologique, « La grâce et la vertu imitent l'ordre de la nature institué par la divine sagesse, et cet ordre est tel que tout agent oriente naturellement son action d'abord et plus vers ceux qui sont les plus proches, vers le prochain, les plus proches de lui. » Et il prend un exemple. Le feu, par exemple, réchauffe les objets qui se trouvent dans sa proximité. Donc c'est par rapport à ceux qui sont les plus proches de nous, et dans une famille, mari et femme, les enfants, et ensuite, sans citer personne, les cousins, et ensuite les voisins. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit aimer, et c'est comme ça qu'on doit se ressembler. Donc, je dirais, cela amène que non, ce n'est pas le genre humain qui est notre première priorité et notre première famille, mais notre première famille, c'est ceux qui sont les plus proches de nous, c'est le prochain, et non pas le lointain. Au XVIIIe siècle, l'idée cosmopolite se renforce, mais en même temps, vous voyez, voilà, c'est un petit peu contradictoire, mais on va expliquer pourquoi. Le XVIIIe siècle va réhabiliter l'idée du patriotisme à la romaine aussi. Donc l'idée cosmopolite, pourquoi se renforce-t-elle au XVIIIe siècle ? Je voudrais peut-être prendre certaines citations de Vigry qui sont très parlantes. Se trouve renforcée par l'installation des premières loges maçonniques en France et le développement de l'idée de la fraternité universelle. Je dirais, donc, officiellement, et même s'il y a des prédécesseurs, officiellement, la franc-maçonnerie, c'est en Angleterre 1717, et c'est la première loge avec Desaguliers et Anderson, et la franc-maçonnerie va débarquer en France vers 1730, et les loges vont se multiplier en France tout au long du XVIIIe siècle. Et voilà. Voilà. Et donc, vous voyez, je vais citer par exemple, vous voyez, quelqu'un qui est le fondateur de la franc-maçonnerie française, qui est le chevalier de Rancé. Voilà ce que dit le chevalier de Rancé. Vous voyez, donc c'est un discours, vous voyez, qui est un discours qui est lu dans les loges, qui existe en France, et qui est voilà. Et voilà, c'est une citation de Rancé. « Le monde entier n'est qu'une grande république
dans laquelle chaque nation est une famille et chaque particulier un fils. Hein. Le monde entier n'est qu'une grande république. Hein. Et on en arrive petit à petit à cette idée d'une fraternité universelle. Je pourrais citer, vous voyez, parce que en fait, beaucoup des philosophes du XVIIIe siècle, hein, ce qu'on appelle les philosophes des Lumières, sont initiés. Hein. Par exemple, Montesquieu est admis dans la franc-maçonnerie en 1730. Hein. Et voilà. Et donc, vous voyez, ces philosophes, vous voyez, que ce soit Montesquieu, que ce soit, il est moins connu, Rollin, sont partisans de la patrie cosmopolite, de la patrie philosophique, et exalte en même temps le patriotisme à la romaine où l'on meurt pour la patrie. On peut dire, c'est bien, sauf que la patrie dont il est maintenant question, c'est la patrie universelle. Hein. C'est la patrie philosophique, c'est la patrie idéologique. Hein. C'est une nouvelle patrie, vous voyez, qui peut donner illusion parce qu'on parle de la patrie, allez les bons enfants de la patrie, vous voyez, mais dans la réalité, vous voyez, c'est de moins en moins la France, et c'est de plus en plus cette patrie philosophique. Le XVIIIe siècle, on peut dire, est vraiment le siècle charnière de la désincarnation de la patrie, hein, et de la transformation du patriotisme en idéologie, qui réduit la patrie de plus en plus à l'État. Ça vient, je le disais auparavant, c'était déjà en germe sous les rois, hein, en tout cas au XVIIe siècle, hein, et voilà. Et de la patrie à l'État, de l'État au régime républicain, et du régime républicain à l'égalité et à la fraternité. Quelque chose aussi qui est absolument, vous voyez, qui apparaît et qui est de nouveau, je ne développerai pas, est très opposé à la pensée scolastique et à la pensée de saint Thomas d'Aquin, c'est que on va vous dire, oui, aimer la patrie, c'est s'aimer soi-même. Aimer la patrie, c'est s'aimer soi-même. Je dirais, parce que je m'aime, j'aime la patrie. Mais, vous voyez, alors on peut dire, il y a une part qui est vraie. Oui, mais il y a une part qui est très dangereuse aussi. Parce que, vous voyez, à un moment donné, si la patrie exige de moi un sacrifice, eh bien, je vais opposer l'amour que j'ai de moi-même à l'amour que j'ai de la patrie. Et par ailleurs, si j'aime la patrie, c'est pas simplement pour moi-même, c'est pour des raisons qui sont très supérieures aussi à moi-même. Et également, donc, comme chose qui est aussi caractéristique du XVIIIe siècle, c'est que l'accent, hein, vous le savez bien, va être de plus en plus mis sur les droits des gens que sur les devoirs. Hein. Par exemple, je prends dans l'encyclopédie. L'encyclopédie, comme vous savez bien, c'est la grande œuvre des philosophes du XVIIIe siècle. Voyez, voilà ce que dit l'encyclopédie. Le patriotisme le plus parfait est celui qu'on possède quand on est si bien rempli des droits du genre humain, qu'on les respecte vis-à-vis de tous les peuples du monde. Et on est de plus en plus, et ça va évidemment déboucher sur la Déclaration des droits de l'homme, on est de plus en plus, vous voyez, sur des hommes qui sont des êtres de droit, des êtres qui ont droit, alors qu'auparavant, on est sur une conception où l'homme a des devoirs. Ça ne veut pas dire qu'il a des droits, mais on insistait sur les devoirs. Et les devoirs, c'était quoi? C'était, eh bien, un autre socle qui datait quand même du XVIe siècle avant Jésus-Christ, qui était la loi mosaïque, hein, les tables de la loi de Moïse. Donc, si je conclus à la fin de l'Ancien Régime, hein, au XVIIIe siècle, à la fin de l'Ancien Régime, à propos du mot patrie, les cartes sont brouillées. On ne sait plus quelle est, à cause du cosmopolitisme en particulier, on ne sait plus quelle est l'identité de la France, ni la signification réelle du mot patrie. Qu'est-ce qu'on aime quand on aime sa patrie? L'être moral de la France des vertus, s'efface.
on perd jusqu'au souvenir de ce que la France est une personne morale. On prononce peu son nom. La patrie est de plus en plus devenue un concept philosophique. La France est prête à devenir la patrie des droits de l'homme qui sont censés assurer le bonheur des citoyens. La patrie France est attaquée par le développement de ce cosmopolitisme qui voit le genre humain comme une grande famille et considère, alors c'est pas encore très explicite, mais on en trouve les prémices, qui considère les patries comme potentiellement dangereuses, les patries réelles comme potentiellement dangereuses, car elles menacent l'unité du genre humain. Elles menacent l'unité du genre humain. J'arrive maintenant donc à la patrie révolutionnaire. La patrie révolutionnaire, eh bien, on peut dire, d'une certaine manière, elle n'ajoute rien de nouveau à ces idées qui sont déjà là. La révolution, d'une certaine manière, c'est un aboutissement. C'est aussi un point de départ, mais c'est un aboutissement qui n'invente rien, qui est comme la résultante d'idées qui sont déjà anciennes, qui, comme je l'ai dit, et je pense que le souligner n'est pas exagéré, qui est très largement diffusé par les loges. Voilà, la révolution va se contenter de développer les virtualités et de les pousser à des extrémités. La patrie est désormais toujours associée aux droits de l'homme. Voilà, alors je dirais, par rapport à cette question, vous voyez, je me permets juste, là c'est pas d'envie gris, mais ça me paraît suffisamment important pour le dire en passant, vous voyez, c'est vraiment de comprendre ce passage, vous voyez, d'une, je sais pas s'il faut dire d'une civilisation à une autre, enfin de comprendre l'importance, la gravité de la rupture qui s'opère à ce moment-là. Voyez, on est, voyez, la Révolution, donc, voyez, avant la Révolution, jusqu'à la Révolution, on est vraiment sur une société vraiment chrétienne. On peut en penser ce qu'on veut, mais sur une société vraiment chrétienne, qui est fondée sur la loi mosaïque, qui est fondée sur l'Évangile. Les hommes sont évidemment pas parfaits, etc. Les rois sont pas parfaits et il s'en faut. Cependant, c'est vraiment là-dessus que c'est fondé. À la Révolution française, et un symbole en est très fort, vous voyez, c'est que on va écrire la Déclaration des droits de l'homme sur des tables. Vous les voyez représentées sur des tables qui sont, vous voyez, comme le nouveau socle, comme il y avait les commandements de Moïse, eh bien, vous avez désormais les droits de l'homme, voilà. Et c'est le nouveau socle, et évidemment, c'est un changement de paradigme qui est extraordinairement important. Et changement de civilisation est une expression qui est insuffisante pour dire ce qui se passe. Révolution, et c'est un retournement, c'est tout à fait autre chose, c'est un monde nouveau, un monde qui n'est plus fondé sur Dieu, qui s'opère, mais qui est fondé sur l'homme qui décide, sur l'homme qui a les droits, qui a le droit de faire ce qu'il veut, sur quelque chose d'absolument nouveau, qui va exister et qui est conçu par l'homme. Vous voyez, je dirais, la révolution, c'est Babel, c'est la tour de Babel. Vous voyez, c'est l'homme, eh bien, qui estime pouvoir par lui-même construire quelque chose sur lequel Dieu n'aura pas de prise. Dieu ne peut pas avoir de prise, voilà, qui sera suffisamment fort comme ça. Voilà. Donc, voilà. Et les Français, très vite, la Révolution va déclarer la patrie en danger. La patrie en danger. Pourquoi la patrie est-elle en danger ? Au moment, en 1789, et il n'y a pas de guerre. La France est en paix. Voilà. Et pourtant, la patrie est très vite déclarée en danger. Quel est le danger ? Eh bien, le danger, il est intérieur. Le danger, c'est les prêtres. C'est normal. Si on récuse la France d'avant, eh bien, le danger, c'est les prêtres. Les prêtres qui vont refuser de prêter, en particulier les prêtres réfractaires, qui vont refuser de prêter serment à la constitution civile du clergé. C'est les aristocrates. Les aristocrates, eh bien, dans beaucoup de provinces de France, ils vivaient, au moins les hauts-bereaux, aimaient
de ceux qui étaient autour d'eux. Il n'y avait pas la lutte des classes qui existait partout, comme on cherche à nous le dire. Vous voyez, voilà, même si on peut dire beaucoup de choses de la haute noblesse, en tout cas la noblesse des campagnes, elle vivait aimée en général de ceux qui étaient autour d'elle. Le roi est l'ennemi, hein, et donc le roi il faut sa tête, hein, et sa tête sautera le 21 janvier 1793. Voilà, donc voilà, la patrie est en danger à cause de tous ces ennemis qu'on découvre tout d'un coup. Hein, et donc la patrie est en danger à cause de ça. Mais la patrie aussi est en danger aux armes citoyens contre beaucoup d'ennemis extérieurs. Et ces ennemis extérieurs, c'est qui? Eh bien, c'est ceux qui, finalement, ne comprennent pas ce qui se passe en France, ne comprennent pas, vous voyez, ce changement de paradigme qui se passe en France. Et la France a une mission sacrée, hein, qui va être d'exporter ses découvertes, d'exporter son nouveau patriotisme, son patriotisme philosophique. Hein. La France est la terre de la liberté qui doit pouvoir délivrer les peuples qui l'entourent des tyrans qui l'oppressent. Donc voilà, il s'agit d'exporter la découverte de la patrie philosophique autour de soi. Finalement, la patrie en danger, est celle qui va amener, je dirais c'est historique, la guerre à l'intérieur et la guerre à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que nous allons assister à quelque chose qui n'a jamais existé dans l'Ancien Régime, même si Louis XIV n'a pas été avare du sang des Français. C'est la première levée en masse du 23 août 1793 qui demande, ça ne s'est jamais passé, à tous les hommes célibataires ou veufs sans enfants, âgés de 18 à 25 ans, de s'engager. Et on a aussi une notion qui est absolument nouvelle à ce moment-là et qu'il faut bien avoir à l'esprit. Grégoire déclare à la Convention « Vos enfants sont moins à vous qu'à la patrie. Vos enfants sont moins à vous qu'à la patrie. » Qui, de nouveau, je dirais, par rapport à la philosophie et à la théologie médiévale, est une chose qu'on n'a jamais entendue et au contraire une chose qu'on a toujours contestée. Non, les enfants sont d'abord aux parents et pas d'abord à la patrie. C'est une grande exagération qui vient d'une sorte d'idolâtrie de la patrie. Le fait, vous voyez, que je vous dise qu'on est vraiment sur quelque chose de très nouveau, vous voyez, je vais donner un nouvel argument s'il en est besoin pour le manifester, c'est que, on va avoir un nouveau calendrier. Nouveau calendrier, c'est-à-dire qu'au lieu de la Révolution, au lieu de continuer tout simplement à compter à partir de la naissance de Jésus-Christ, va inventer donc un nouveau socle à ce moment-là. C'est dire, vous voyez, que je n'exagère pas en disant qu'on est sur un autre paradigme. Voilà. Et donc on va avoir simplement, ce nouveau calendrier n'aura que 13 ans d'existence, parce qu'il est quand même difficile de faire passer, de trouver quelque chose qui puisse concurrencer Jésus-Christ pour fonder. Voilà, un homme, vous voyez, qui finalement synthétise beaucoup la Révolution française, c'est bien entendu Robespierre. Et Robespierre, vous voyez, va prévoir dans ces espèces de fêtes qui sont censées remplacer les fêtes chrétiennes, une fête de quoi? Une fête du genre humain. De nouveau, une chose qui est tout à fait nouvelle, voyez, et qui est tout à fait symptomatique de cette patrie philosophique dont je parle. Et la France, qu'est-ce que c'est? La France, selon les textes des orateurs révolutionnaires, la France, c'est un instrument qui doit être employé à la réalisation du bonheur de l'humanité, par cette exportation des idées de la Révolution et par le fait que la France doit se sacrifier, ce sont des mots qu'on entend, pour pouvoir libérer les peuples esclaves des tyrannies d'autrefois. Une chose, vous voyez, qu'on va, voilà, je passe un petit peu, mais une chose qu'il me semble important de dire aussi, c'est que, vous voyez, cette grande revendication des droits,
on a droit, hein, les droits, vous voyez, vous voyez, le mot est répété partout, hein, et le mot est complété par un phrasé, vous voyez, les mots de liberté, d'égalité, de fraternité, dont nous autres chrétiens, nous savons bien que on les admet bien sûr avec une signification qui est bonne, hein, mais sont utilisés, vous voyez, pour aller dans un sens qui est nouveau. C'est une recopie du Concile de Trente. Voilà, il est bien évident qu'il y a un sens chrétien de la liberté, hein, qu'il faut simplement. Vous voyez, ce qui est très dangereux quand on veut faire des phrases qui prétendent avoir une valeur universelle, hein, comme la loi mosaïque, c'est que les phrases soient justes. Hein, et donc, si on définit mal ce qu'est la liberté, par exemple, et la liberté se définit d'une façon très précise, et si on n'est pas sur cette définition très précise de la liberté, mais de celle qui, par exemple, est donnée dans les manuels de philosophie terminale aujourd'hui, vous voyez, qui est ma liberté se termine là où commence celle de mon voisin, ou ma liberté c'est de faire ce que je veux, eh bien on est sur de l'explosif. Hein, voilà. Donc, et cette revendication des droits va amener à un individualisme croissant et à la perte progressive de la notion de devoir. J'arrive sur le 19e siècle, vous voyez, cet esprit. Ce serait trop long à développer, je ne suis pas juriste, j'ai quelques petites notions, mais ça ne suffirait pas pour bien en parler. Mais je dirais un autre historien qui s'appelle Xavier Martin a analysé le Code Napoléon d'un point de vue un petit peu philosophique et montre que le Code Napoléon est d'un point de vue juridique la traduction de cette nouvelle philosophie. Napoléon parle cependant souvent de la France, mais la France est pour lui clairement la patrie philosophique et révolutionnaire, celle qui doit exporter dans le monde le bénéfice de la Révolution. Hein. La France s'attribue une mission de libération des peuples, de sauvetage de l'humanité. La France est généreuse par les soldats qu'elle fournit grâce à la conscription. Les guerres de Napoléon coûtent la bagatelle de 700 000 hommes, hein, et une expression, qui est l'expression peu glorieuse de chair à canon, selon Chateaubriand, date du temps de l'Empire. La patrie révolutionnaire, hein, cette nouvelle patrie qui est là, est au service de l'idéologie. Et permettez-moi de le dire, eh bien, étant au service de l'idéologie, n'est plus au service du bien commun de la patrie. Au XIXe siècle, eh bien, c'est cet esprit, vous voyez, qui demeure, qui se développe. Hein, voilà, l'idéologie des droits de l'homme forme l'esprit qui est distillé dans les écoles au moins publiques. Voilà. Et vous voyez, ce qu'on observe petit à petit au XIXe siècle, c'est que les catholiques, les royalistes, se laissent petit à petit eux-mêmes, je dirais, prendre par ce nouveau patriotisme. Ils aiment la France, et finalement, cette distinction entre la patrie philosophique et la patrie charnelle, réelle, eh bien, et on parle de patrie, les guerres, lorsque les guerres éclatent, la guerre de 70 et la guerre de 14-18, eh bien, il faut l'union sacrée. Hein, un auteur comme Charles Maurras va lui-même prôner l'union sacrée et beaucoup diaboliser l'Allemagne. Voilà, parce que c'est la patrie. Mais qu'est-ce qui est derrière la patrie? La question est peu posée, hein, sauf chez certains auteurs, mais un petit peu en marge, comme Léon Bloy par exemple. Alors, mes chers amis, donc j'arrive maintenant donc un petit peu vers la conclusion sur le XXe siècle, en disant que quelque chose que vous avez peut-être pressenti par vous-même, que en réalité cette patrie philosophique véhicule
des principes qui sont destructeurs de la patrie réelle. Cette patrie philosophique, cette deuxième patrie dont parle Vigry, qui a petit à petit effacé la première patrie, elle véhicule des principes qui sont destructeurs de la patrie réelle. Les Français aiment, pour beaucoup, surtout les Français des campagnes et des provinces, aiment la France, croient se mettre au service de la France et mourir pour elle. En réalité, leur patriotisme est instrumentalisé au service de l'idéologie. Au nom du patriotisme, vous voyez, que personne ne conteste, je dis même la droite, même les catholiques, même les royalistes, au nom du patriotisme, eh bien, les patriotes vont mourir et vont mourir en grand nombre. Hein. Le patriotisme, ce nouveau patriotisme, coûte à la France, cette fois-ci en 14-18, la bagatelle de 1 300 000 hommes. 1 300 000 hommes, et une saignée épouvantable hein, des hommes qui sont les hommes jeunes, voilà, avec tout ce que ça entraîne comme conséquence. Bien sûr, il y a l'Alsace et la Lorraine à reconquérir, mais il est bien évident, et on pourrait en parler longtemps, que la Première Guerre mondiale, ce n'est pas uniquement la reconquête de la France et de l'Alsace et de la Lorraine, c'est beaucoup d'autres choses, et l'on voit, eh bien, vous voyez, les organisations mondialistes, hein, en particulier la Société des Nations, qui vont aboutir à ce moment-là. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui dépassent très largement, mais ça m'entraînerait trop loin d'explorer tout ça, mais je dirais, il y a de plus en plus, et ces guerres mondiales sont des guerres mondialistes. Hein. Il y a de plus en plus, vous voyez, cette émergence du gouvernement mondial qu'on voit. Et puis, je dirais, vous voyez, 1 300 000 hommes, hein, vous voyez, pensez à cette perte hein, que ça signifie. Je ne sais plus très bien à combien il y a de millions d'habitants en France en 14, mais je pense peut-être entre 35 et 40 millions, quelque chose comme ça. Vous voyez, je dirais les veuves, les orphelins, et la France, et cette fois-ci, vous voyez, la chair à canon, ça a vraiment un sens, et la France, elle est quand même, elle est victorieuse, mais à quel prix hein, à quel prix? Et finalement, vous voyez, eh bien, vous avez à la fin de la guerre, vous le savez bien, vous voyez, des réactions qui sont nouvelles, qu'on avait peu vues auparavant. Bien sûr, il y avait des déserteurs dans les guerres de Napoléon, et il y avait des déserteurs face à la conscription, mais on a, vous voyez, des Français, des patriotes qui commencent à douter de mourir pour la France. Est-ce que véritablement, et je dirais, ils n'ont pas forcément tort, est-ce que véritablement, eh bien, on doit tout ça à la patrie? Je dirais, les théologiens de la France, vous voyez, de la France ancienne, vous voyez, disaient oui, on doit être prêt pour mourir pour la patrie, mais ils n'avaient jamais eu l'idée qu'on pouvait demander de tout citoyen à tout citoyen de mourir pour la patrie. Il y avait une armée de métier, hein, et c'était avec cette armée de métier. Et je pense que si on avait demandé aux théologiens du XIIIe siècle ce qu'ils pensent d'une possibilité d'une conscription universelle, eh bien, ils l'auraient rejeté comme étant un abus de la part de la patrie, et un abus qui peut mettre en réalité la patrie en grand péril de perdre toutes ses forces vives. Mais à partir du moment où on est dans cette nouvelle logique, que la France finalement, et que les Français, et que le sang français ne sont finalement qu'un instrument au service de l'humanité et qui doit être prêt à se sacrifier pour l'humanité, eh bien on est dans une toute autre perspective sacrificielle de la France, eh bien au service pour le genre humain, pour faire passer ces grandes idées de liberté et autres. Voilà. Et alors, vous avez, je dirais peut-être que ça vous étonnera, mais je pense que oui, la vérité, il faut la prendre où elle se trouve, et je pense que c'est quand même intéressant de voir que ce sont les communistes dans l'entre-deux-guerres qui probablement, cette fois-ci, vont être assez proches de la vérité. Voilà, je cite le journal Le Conscrit, donc journal qui est publié par la Fédération des jeunesses communistes d'avril 22.
eh bien, ce sont eux qui, je pense, les premiers, disent « la guerre a profité à qui ?» La guerre a profité à 18 grandes banques et à 200 familles. Et qui disent des choses qui, je pense, sont justes. C'est-à-dire que, eh bien, il y a des marionnettistes qui sont là et qui sont bien au-dessus des mêlées et qui, cette fois-ci, sont des marionnettistes qui sont au niveau mondial et qui cherchent quelque chose, cette fois-ci, au niveau mondial. Le discours communiste, simplement, eh bien, ne remet pas en cause simplement cette patrie philosophique et idéologique, mais remet aussi en cause la patrie réelle, ce évidemment en quoi, eh bien, je me sépare complètement d'eux. Voilà. Et nous arrivons, un petit peu pour terminer, eh bien, sur cette conception, qui est la conception, vous voyez, je dirais, j'en arrive là, que vous pouvez constater, je pense, par vous-même, que la patrie sera le genre humain, désormais. Donc nous sommes avec la démoralisation des Français après le désastre de 1940, après l'épuration, après la décolonisation, et cette fois-ci, le temps de l'indifférence, mais je dirais, c'est un processus, c'est le résultat d'un processus. Le temps de l'indifférence à l'égard de la patrie réelle commence. Le désamour, et on avait joué sur l'idée de patrie, mais en réalité, pendant qu'on jouait sur l'idée de patrie, eh bien, la patrie philosophique, petit à petit, détruisait la patrie réelle. Et on arrive à quelque chose, eh bien, qui est l'indifférence à l'égard de la France, voire le mépris à l'égard de la France, et des choses qu'on n'avait jamais entendues. J'irai cracher sur vos tombes. L'attachement à la France, l'attachement des Français à la France décline, tandis que, eh bien, on parle de plus en plus de l'Europe, on parle de plus en plus du genre humain. Voilà. Voilà. Et dans tout ça, il y aurait énormément, à dire. Et on est sur l'élimination, on arrive à notre époque, on est sur l'élimination du vocabulaire du mot de patrie. Vous prenez les manuels scolaires des enfants, les manuels scolaires historiques, eh bien, la France, qu'est-ce qu'on en sait Qu'est-ce qu'on en sait? On sait la Révolution française, on sait De Gaulle. Mais la France d'avant la Révolution française, eh bien, soit elle n'existe pas, ou plutôt on en a honte. Et on va frapper la poitrine, non pas sur la sienne, mais on va frapper la poitrine sur le passé de la France. Et petit à petit, on va rendre les Français honteux de la France. On a honte d'être Français, on n'aime plus la France, le patriotisme n'est plus inculqué aux enfants. Je dirais, je ne suis pas un grand partisan de la Marseillaise, mais la Marseillaise qui était chantée dans les écoles publiques n'est plus chantée dans les écoles publiques. Le lever des couleurs, qui était une institution qui existait très souvent, n'existe pas. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un partisan de la conscription. J'ai fait mon service militaire, mais je ne suis pas un partisan de la conscription. Et il n'empêche qu'on en vient à regretter la conscription. Pourquoi ? Parce qu'au moins le service militaire donnait la possibilité aux jeunes Français d'avoir un petit peu, vous voyez, de discipline, un petit peu d'amour de la France, retrouver un peu de fierté, etc. Eh bien, tout ça disparaît. Voilà. Et je dirais, vous voyez, donc on a, vous voyez, si on prend les choses un tout petit peu autrement, eh bien, je dirais que on en est arrivé à dire il est normal que tous les Français, qu'on puisse exiger de tous les Français de se sacrifier pour la patrie philosophique, celle qui doit faire triompher les nouvelles idées partout. Mais on va plus loin, et eh bien, la France elle-même, plus simplement le sang des Français, mais la France elle-même, on doit être prêt à la sacrifier pour
la fraternité du genre humain. Parce que finalement, la France elle-même, eh bien, c'est un pays, et elle a des frontières, hein, elle a une identité, et tout ça est séparateur. Et cela est vrai pour toutes les autres patries. Donc il s'agit d'effacer les patries pour qu'il n'y ait plus qu'une seule patrie qui soit celle du genre humain. C'est pour ça que je vous disais que ces nouvelles idées, dans leur aboutissement, hein, quand on les prend jusqu'au bout, ces nouvelles idées sont des idées qui sont en fait destructrices, hein, destructrices des patries réelles. Alors, je voudrais citer Vigry, parce qu'on arrive à des notions qui me sont chères, je crois qui le sont aussi pour vous, hein, qui touchent justement à ce que nous vivons aujourd'hui, donc à la question de la souveraineté. Vigry dit tout simplement « L'indépendance et la souveraineté sont les conditions nécessaires de l'existence d'une nation. Or, nous savons que l'européisme et le mondialisme Or, nous savons ce que l'européisme et le mondialisme ont fait de l'indépendance et de la souveraineté de la France. C'est-à-dire la disparition progressive de la France, la perte de tous ses privilèges régaliens. Hein, on ne bat plus monnaie, hein, on efface les frontières, hein, on désagrège le pays en des espèces de morceaux indépendants les uns des autres, des régions qui sont les régions européennes. On détruit la France. Hein. La patrie disparue, la nation désagrégée, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'État. De fait, la France n'existe plus que par l'État, par sa puissance grandissante qui envahit tout, qui dévore tout, qui paralyse tout. Et cette espèce d'État tentaculaire, hein, qui fait disparaître tout ce qu'on appelait les corps intermédiaires qui existaient, hein, et qui prétend tout régir. Hein, et on dépend de l'État, hein, comme des esclaves. Hein, on est suspendu, hein, à ce qu'il verse des salaires de misère ici et là, et on doit lui dire merci pour cela. C'est plus un pays. Voyez, c'est un État qui a désagrégé toutes les forces vives du pays. Voyez, et cet État lui-même, eh bien, cet État est vendu à l'européisme et au mondialisme. Et voyez, oui, vous allez me dire, vous faites de la politique, mon père. Oui, je fais de la politique, c'est vrai, mais je pense que c'est pas, vous voyez, je dirais, en tout cas, j'ai de glorieux prédécesseurs, hommes d'église, qui ont été, voilà, qui en ont fait. Et je dirais, je suis pas dans le laïcisme. Je pense que je dirais, un homme d'église, étant donné que les citoyens d'un pays sont à la fois les citoyens, s'ils sont catholiques, de l'Église et de l'État. D'abord, je suis citoyen moi-même, j'ai fait mon service militaire, on m'a demandé, voilà, donc je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas droit en tant que citoyen de dire un mot à propos de ce pays que j'aime, premièrement, et puis deuxièmement, en tant qu'homme d'église, eh bien, je dirais, j'ai également quelque chose à dire, vous voyez, parce que il m'importe que mon pays, que mes concitoyens aiment mon pays, hein, parce que je considère que c'est un devoir d'aimer son pays et que j'aide mes concitoyens à aimer leur pays. Tout le problème, eh bien, c'est que cet État tout-puissant, je cite Vigry, qui répond de la France, est en charge à la fois de son héritage d'hier, de ses intérêts d'aujourd'hui et de ses espoirs de demain, n'est rien d'autre que son ennemi. L'État ennemi de la France, c'est vraiment ce que je pense. Cet État qui répond de la France, hein, c'est De Gaulle qui parle comme ça, cet État qui répond de la France, en réalité la détruit. On a écrit de l'État léniniste qu'il était un État contre son peuple. Hein, pour ceux qui ont lu le livre noir du communisme, c'est une expression excellente qui a été donnée pour décrire le léninisme, hein, un État contre son peuple, mais on peut en dire autant d'une autre. Si l'on veut que l'État cesse d'être contre le peuple, il ne suffit pas, dit Vigry, de changer la Constitution,
de modifier les institutions et les lois, ni même d'appeler au pouvoir des hommes honnêtes animés de l'amour du bien commun. Il faut changer la nature même de l'État. Il faut instaurer un autre État dont l'idéologie soit absente, c'est-à-dire d'un État qui est simplement au service de la France réelle. Ceux qui tuent la France en sont-ils conscients? Sont-ils conscients qu'ils tuent la France? Je termine. Eh bien, je vous dirai, ce qui n'est cette fois-ci, ça n'est pas d'envie gris, mais ce qui est devenu ma conviction personnelle. Oui, je pense qu'un homme comme le président Macron, homme des cercles mondialistes, n'a aucun amour pour la France, je pèse mes mots, et que sa politique est une politique de la patrie philosophique, c'est-à-dire du genre humain, et qui considère que la France est un obstacle. Ce qui reste de la France est un obstacle à la patrie du genre humain et au mondialisme. Et que sa véritable, il ne le dira pas, mais que sa véritable politique est une politique qui consiste à détruire ce qui reste de la France réelle. Et qu'on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce que vous savez, les flux, le tsunami migratoire et la perte de tout ce qui reste d'un petit peu français, et ce mépris de la France qui est instillé partout, on ne peut pas comprendre la politique actuelle si on n'a pas conscience que Macron n'aime pas la France. Macron aime la patrie du genre humain, et Macron travaille à la destruction du peu qu'il reste de la France, parce que c'est en opposition avec la patrie du genre humain. Et je dirais, pour nous, chers amis, il est temps de savoir à qui nous avons affaire. À des ennemis redoutables, puisqu'ils ont déjà à leur actif la presque destruction de la patrie réelle, de la France que nous aimons. Voilà. Et je dirais, je termine là, en disant, que moi je dirais, je ne connais pour l'instant les patriotes que parce que m'en a expliqué monsieur et madame Lopi, mais là où je vibre un petit peu dans ce que j'ai entendu, et qui me fait chaud au cœur, comme je vous ai dit au départ, c'est votre nom, les patriotes, merci mon Dieu, simplement, et je dirais, et ce qui me rassure en pensant que quand on dit les patriotes, c'est pas la patrie philosophique, mais la patrie réelle, c'est que, votre président travaille pour la souveraineté et pour le Frexit, et je me dis, ouf, c'est la vraie patrie, c'est pas la fausse patrie, voilà. Et je dirais que je vois effectivement comme, j'aurais mille autres choses à vous dire, mais je vois comme une clé indispensable, pour sortir de la déchéance où nous nous trouvons aujourd'hui. Et voilà. Et donc c'est ça c'est cette petite note d'espoir que vous représentez, sur laquelle je termine. Voilà. Merci.